Je lis les commentateurs politiques et je trouve que ça correspond à une déliquescence intellectuelle et épistémologique au niveau de la science politique. Je trouve lamentable d'entendre des commentateurs, des journalistes, des experts nous expliquer que les temps changent, que les choses ne seront plus jamais comme avant, etc., etc. Que les anciens partis politiques ont fait leur temps, etc., etc. Cette façon d'être prisonnier du moment immédiat, je trouve ça pathétique. Alors, on passe par un... C'est comme si, par exemple, je prenais la tombée du jour en disant, voilà, maintenant, regardez, voilà, maintenant, on a le droit qu'à une sorte de grisaille, voilà, le jour qui tombe, la nuit qui commence, voilà à quoi nous sommes désormais condamnés. Ou quelqu'un qui dirait, voilà, il n'y a plus d'été, on est dans une sorte d'état printanier, équinoxial, pérenne, et il ne faut plus compter sur le retour de l'été. Ou bien on est en été, mais c'est fini l'hiver, c'est plus au programme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je renvoie à ce fameux film de Bienvenue Mr. Chance avec Peter Sellers, dont j'ai déjà parlé, où le candidat disait des choses banales du genre, voilà, après l'hiver, il y a l'été, etc. J'ai pensé d'ailleurs au film Game of Thrones où il y avait une expression bientôt l'hiver. Ah oui, bientôt l'hiver. Et les gens sont capables de se projeter sur le passé. Mais maintenant, cette idée que les choses ne seront plus comme avant, je n'y crois pas une seconde. Je crois qu'il y a une sorte de paradoxe. Au mois de janvier, lorsque les deux primaires de gauche et de droite ont eu lieu, on avait au contraire la conviction que les partis de gauche et de droite fonctionnaient tout à fait normalement et qu'ils faisaient apparaître un candidat qui avait effectivement l'aura, la légitimité pour représenter les partis respectifs. Et puis 2 mois plus tard, on dit mais tout ça c'est terminé, c'est la fin des partis, on les enterre. Eh bien, je renvoie, bon là c'est même plus l'astrologie, là, hein, c'est la sociologie politique de base. On fera le point au lendemain des élections législatives et l'on verra, il y a 2 scénarios qui sont confrontés. L'un qui voudrait croire, alors évidemment, ça se trouve, ça ne va même pas être le cas, qui voudrait croire qu'un président sans parti politique derrière lui, ancien, inscrit dans l'histoire de la France, c'est assez amusant de voir des gens qui nous parlent de l'histoire de la France et qui en même temps semblent considérer que le temps des partis qui ont marqué l'histoire de France et de la République depuis 1870, pour ne pas remonter plus haut, que le mot gauche et droite est apparu déjà sous la Révolution. Alors tout d'un coup, on nous dit maintenant, finalement, ces partis-là, ils ont fait leur temps. Eh bien, on reparlera. C'est vrai qu'il y a eu une dynamique favorable à une majorité présidentielle lors d'un certain nombre d'élections présidentielles dans le passé, et que les présidents élus ont trouvé plus ou moins leur majorité à ce moment-là, avec les élections qui ont suivi. Cela dit, il y a eu des cas où effectivement le président a dissous l'Assemblée pour pouvoir, puisque c'était à l'époque du septennat, et à ce moment-là, l'Assemblée n'était pas élue avec le président. Mais on a contourné le problème en dissolvant. Par exemple, Mitterrand en 88 a dissous
l'Assemblée nationale qui était élue depuis 86 seulement. Et il a obtenu effectivement un assez bon résultat. Pas génial, mais un assez bon résultat. Qui a permis de tenir pendant 5 ans. Et on sait, qu'à 5 ans, en 93, qu'il y a eu une nouvelle cohabitation, etc. Alors, là, il n'est évidemment pas question que le président dissolve l'Assemblée, puisqu'elle vient d'être élue, en même temps que lui avec le quinquennat. Mais croire que on aura une Assemblée nationale en accord avec le président élu s'il s'agit d'un autre que Fillon, que ce soit avec Hamon, mais encore Hamon, on peut imaginer que le Parti socialiste se ressoude quelque part, mais surtout avec En Marche et avec la France insoumise, dont les troupes parlementaires actuellement sont, dans les deux cas, et c'est vrai aussi pour Marine Le Pen, avec le nom du peuple, Marine, etc., ils n'ont pas de base parlementaire, ils n'ont pas de sortant, ils n'ont pas d'implantation ancienne. Donc là, on est dans une sorte de pile ou face. Si les gens étaient convaincus que ces présidents que seraient Mélenchon ou Marine Le Pen ne pourront pas gouverner, et par conséquent que leur programme ne pourra pas s'appliquer, ils ne voteraient pas pour eux, parce que ce ne serait pas un vote utile. Mais on leur fait miroiter qu'en réalité, il va y avoir un miracle, et qu'effectivement, si Mélenchon est élu, il va avoir ses troupes. Si Macron est élu, il va avoir ses troupes. Si Le Pen est élue, elle va avoir ses troupes. Moi, je n'y crois pas une seconde. Ou très faible. Par contre, je crois que les gens seraient plus raisonnables à parier sur Hamon et sur Fillon. Alors, Hamon, son parti, c'est un petit peu défait. Il peut se ressouder. Fillon, les choses sont un peu plus solides. Il y a eu moins de dégâts, en dépit des affaires. Mais, de toute façon, les gouvernements qui vont l'emporter, enfin les partis qui vont l'emporter aux élections législatives de juin, seront incontestablement le Parti socialiste et le Parti des Républicains. C'est une évidence. Avec éventuellement des alliances du côté du Parti socialiste, les fameuses alliances républicaines avec le Parti communiste, ou des alliances à droite avec les centristes, etc. Et puis, il y a aussi la possibilité d'un front républicain qui serait constitué par une alliance des socialistes et des républicains et qui obtiendrait un président, pas un président, un premier ministre, qui marginaliserait un Mélenchon ou un Macron ou une Le Pen. Donc de toute façon, les partis traditionnels auraient le dernier mot, soit séparément, soit ensemble. Donc voilà mon analyse. Donc cette espèce d'automatisme qui ferait que le président obtiendrait dans la foulée une majorité au Parlement, ça ne valait que dans le cas où le président était lui-même un membre de ces deux partis. Donc on joue sur les mots. Ça n'est pas le cas. Donc on nous dit c'est pareil. Non, ça ne sera pas pareil du tout. Et d'autre part, pour revenir à l'astrologie, je crois que Fillon a compris
son discours me paraît raisonnable. Il n'a jamais dit. Il a un sens aigu de l'alternance, François Fillon. Il dit à un moment donné, voilà la politique qu'il faut mener pendant un certain temps. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas une autre politique ensuite qui pourra être le fait d'un autre parti. Justement, cette fameuse alternance politique qui est dans l'ADN de la République française, comme dans d'autres républiques d'ailleurs, y compris en Angleterre, y compris aux États-Unis, y compris en Allemagne, etc. Donc on veut nous faire croire que cette alternance de deux programmes qui se succèdent et qui alternent est toxique et qu'elle doit disparaître. Et c'est vrai que là, il y a un problème idéologique. Pourtant, on comprend cela dans bien des domaines. On ne comprend pas qu'à un moment donné, on doit faire une certaine politique et après, changer de politique. Certains diront, mais c'est absurde, vous allez défaire ce que vous avez fait. C'est là qu'il y a un problème d'éducation politique qui n'a pas été fait correctement. Et là, il faut reconnaître qu'on paye le prix de cette absence d'éducation politique et d'éducation civique. Si les gens avaient compris la portée de cette alternance et le contenu de cette alternance, on n'en serait pas là actuellement. Le public est visiblement tout à fait insuffisant sur le plan de la conscience politique en France. Tout à fait flagrant. Bon. En réalité, il y a un temps pour développer une certaine dynamique économique et un temps pour des restrictions des économies, du désendettement et une certaine forme d'austérité dans la consommation, dans l'importation, etc. C'est comme quelqu'un qui mangerait beaucoup, à un moment donné, il faut qu'il accepte de faire la diète. Etc. Les exemples autour de nous abondent, dans le domaine agricole notamment, dans le domaine diététique. Il y a un temps pour chaque chose, comme dirait l'Ecclésiaste. Cette idée basique qu'il y a un temps pour chaque chose, je crois que Fillon l'a bien comprise. Nos autres candidats, on a l'impression qu'ils proposent un programme intemporel, c'est-à-dire ils ne voient pas d'alternative, ils ne voient pas d'alternance. Ce que j'appelais une centralité fascisante. C'est-à-dire, effectivement, on pense que voilà, le temps n'est plus à l'alternance, le temps n'est plus à la dialectique, mais à quelque chose qui soit établi une fois pour toutes et qui ne bouge plus. Cela s'explique comment? J'ai déjà expliqué. Par une cyclicité qui coïncide avec un moment électoral, et c'est ça qui est très malheureux. C'est que ces moments électoraux se produisent de façon complètement inconsidérée. Je pensais un peu au ramadan chez les musulmans, où la période de jeûne peut se produire à tel moment de l'hiver ou tel moment de l'été. Alors que la Pâque, elle est établie. La Pâque, elle ne se fait pas à n'importe quel moment, elle se fait au printemps. Mais le ramadan, il peut se faire à différents moments de l'année, selon voilà, selon une certaine progression d'une année sur l'autre. Donc, voilà, il faut comprendre que la question est de savoir quels sont c'est la fameuse histoire des vaches grasses et des vaches maigres, où est-ce qu'on en est actuellement? Est-ce qu'on est dans une politique d'emploi et de dépenses et de pouvoir d'achat, ou est-ce qu'au contraire, on entre dans une période où il faut se serrer la ceinture, en quelque sorte. C'est-à-dire dépenser moins au niveau des acquisitions et plus sur le plan de la culture, parce que la culture coûte beaucoup moins cher que les autres. Bon. Et s'il faut dépenser beaucoup d'argent pour en gagner, on est dans une sorte de spirale qui me paraît discutable et toxique. Ce que l'Europe attend de nous,
c'est des restrictions, c'est du rationnement, c'est des mesures qui vont limiter la consommation. Mais alors là, on tombe dans le tabou de l'emploi. Eh bien, oui, effectivement, la période qui vient maintenant ne sera pas favorable à l'emploi. Il faut mettre l'accent, au contraire, sur, comme dirait Hamon, sur la robotisation. Il faut que les gens soient protégés, qu'ils aient un revenu décent, mais avec un profil très bas sur le plan de la consommation. Là, il faut que tout ça, ça se dégonfle et qu'on se désendette. Et une fois passé ce cap de 3 ans et demi, vous connaissez ma théorie là-dessus, eh bien, à ce moment-là, on pourra passer par une période de dépenses, d'emploi, etc. Comme dit Hamon d'ailleurs très justement, il y a des moments dans la vie d'une personne où elle pourra travailler, d'autres il y a un moment où elle devra se recycler, se reformer, se cultiver, etc. C'est là qu'il introduit sa notion de revenu universel. Il y a des périodes où c'est plutôt l'être, l'enrichissement intérieur, spirituel, qui doit prévaloir sur l'enrichissement extérieur de consommation, etc. Cela dit, bien sûr, les femmes et les hommes n'ont pas, sur ce point-là, les mêmes points de vue. Et même, quelque part, les immigrés, eux aussi, ce que je viens de dire, les gênent. Parce que pour eux, l'intégration, c'est le travail, l'emploi, la consommation, l'acquisition de biens. C'est leur enjeu. C'est comme ça qu'ils voient les choses. C'est lié à leurs conditions sociologiques. Mais nous ne sommes pas obligés d'épouser ces fantasmes, dont on comprend très bien la raison d'être, bien sûr, mais l'immigration a une dimension toxique, il ne faut pas l'oublier. C'est un fait, elle est toxique. Peut-être pas pour les raisons qu'on a crues, mais je viens de les expliquer. Donc, une société ne doit pas se laisser guider par les problématiques des enfants qui veulent prouver quelque chose, des femmes qui veulent prouver quelque chose, des immigrés qui veulent prouver quelque chose. Il y a des moments où ça n'est plus cela qui est en jeu et où le fait de rentrer dans cette problématique, cette dynamique de consommation d'emploi est toxique. Il faut donc ne pas se laisser impressionner par cela. C'est une question de système immunitaire. Il y a là des virus qui sont dangereux. Pour terminer, je dirais donc qu'on voit que nous ne disposons pas, que les spécialistes, que le peuple ne dispose pas des outils intellectuels pour comprendre que dans une société, tout le monde n'a pas les mêmes points de vue, n'a pas les mêmes intérêts, n'a pas les mêmes enjeux, et que deuxièmement, il y a des périodes où certains enjeux sont les plus appropriés et d'autres périodes où ce sont d'autres enjeux qui sont les plus appropriés et que chacun, selon le groupe auquel il appartient, doit attendre pour satisfaire les enjeux qui sont les siens le moment approprié, le moment opportun.